a une super visibilité là. Donc on voit la station balnéaire de Tréboul, juste en bas. Là on est chez moi. On est sur ma maison. Là. On voit la petite place. Tu continues cette rue, tu es à ma maison. Là, c'est superbe. Nicolas Duverger est architecte. Il s'est installé à Tréboul en 2014. Son village est rattaché à la ville de Douarnenez, située juste en face. Au fond, on voit la rivière du Port-Rue. On a l'île Tristan, juste en bas. Là. On voit d'ailleurs un certain nombre de constructions sur cette île. Il y a une très jolie petite chapelle, un fort Napoléon III. Douarnenez tient son nom de cette île, puisque Douarnenez, ça veut dire la terre de l'île. Il y a une lumière exceptionnelle là. Ça a tombé par terre. L'avion survole maintenant le port du Rosmer, le port historique de Douarnenez. Nicolas s'offre un passage au-dessus de l'endroit qu'il a choisi pour un retour aux sources. C'est vraiment là où je voulais vivre. Parce que depuis que je suis né, finalement, On venait au moins une fois par an chercher la mer à Douarnenez. on allait voir ma grand-mère. J'avais vraiment un attachement déjà très fort à ces paysages et à leur histoire aussi. C'est marrant, c'est un rêve d'enfant finalement que j'ai réalisé. Nicolas a emménagé en Bretagne pour prendre la direction du Conseil d'architecture du Finistère. Cet organisme d'intérêt public travaille avec les communes pour maintenir la vie dans les villages, tout en conservant leur caractère. Même ici, le travail d'architecte conseil, c'est d'essayer de redonner un peu d'espoir à certains centres-villes, centres-bourgs, pour faire que le cadre de vie s'en trouve amélioré, en ayant conscience que ce sont des lieux où les gens habitent et travaillent, et donc ce ne sont pas que des cartes postales. Notre travail, c'est aussi de voir comment on peut concilier le progrès, les besoins contemporains et la préservation de ces paysages. Nicolas approche de Locronan, l'un des villages qu'il conseille. La richesse de Locronan au XVIe, XVIIe siècle, c'est le tissage du chanvre et du lin pour faire des toiles de bateaux. Et on doit à cette économie, ces très belles maisons, ces églises, etc. C'est aujourd'hui un lieu de décor de cinéma très apprécié. Et on doit d'ailleurs à thèse de Roman Polanski l'effacement des fils électriques, téléphoniques, etc. Ce qui fait qu'on a un décor somptueux qui n'est pas pollué par la technologie moderne. C'est un bon exemple, parce qu'il y a une vie quotidienne qui s'établit là. Le patrimoine, c'est un levier quand même d'intérêt. C'est un message qu'on peut lancer, ça, c'est composer avec votre patrimoine plutôt que raser et prétendre faire mieux aujourd'hui. L'architecte survole pour la première fois ce territoire qu'il protège. Depuis Locronan, il se dirige vers la pointe sud du Finistère. Après la presqu'île de l'île Tudy, il va longer le littoral, puis remonter la baie d'Audierne, jusqu'à la pointe du Raz. À l'île Tudy, Nicolas a travaillé sur la préservation des paysages. Sur la pointe, les petites maisons de pêcheurs témoignent de l'origine du village. En face, des villas balnéaires bordent la côte. Elles racontent l'essor de Loch Tudy au début du XXe siècle. Au fond, on voit très bien les architectures balnéaires qui ont gagné le paysage en se mettant sur des points de vue hauts, des promontoires, et puis qui bénéficient là de la proximité de la plage. On est vraiment à 2 pas de la plage. Alors on voit à quel point aussi cette structure urbaine ressemble à un plateau de Monopoly. On a ces petites maisons un peu iconiques, blanches, avec ces toitures en ardoise qui viennent gagner sur tout le paysage. L'avion longe le littoral,
Plusieurs ports de pêche se succèdent ici, sur une trentaine de kilomètres. On voit tous les chalutiers qui rentrent. Ouais, comme un retour au nid. Et les sillons comme ça, blancs des différents chalutiers. C'est assez beau, ouais, d'ailleurs. Nicolas passe le phare d'Eckmühl, qui domine le paysage à plus de 60 mètres. Donc là, on arrive sur la baie d'Audierne. On a ces grandes plages de sable blanc. On les voit très bien, on a l'impression d'être sous les tropiques, là. Quelques kilomètres plus loin, il arrive au Cap Sizun. L'architecte va survoler la commune d'Esquibien pour voir un bâtiment qu'il veut protéger. L'ancien abri du canot de sauvetage doit retrouver une seconde vie. Donc on a un bâtiment sur pilotis avec cette espèce de cale qui permettait assez facilement de mettre le bateau à l'eau. C'est le témoignage d'une pratique et donc là des secours en mer, de cette communauté solidaire face aux éléments déchaînés. Donc si on ne les transforme pas, si on les laisse tomber, on n'aura plus de traces de cette société, de cette civilisation. Donc on peut en trouver plein d'affectations, ça peut être des lieux d'exposition, pourquoi pas en faire un restaurant avec une vue imprenable, pourquoi pas en faire un gîte d'étape, etc. On a la chance d'habiter à la mer, on a des paysages sublimes, mais il faut continuer de faire de ces lieux des lieux d'activité. Donc on se dirige vers la pointe du Rhin alors. Nicolas arrive au terme de son vol. Ici, un projet titanesque a permis de protéger ce paysage exceptionnel, labellisé Grand Site de France. Ah ben là on est au bout du monde, on est sur la partie la plus occidentale du Finistère. Il faut avoir en tête que jusque dans les années 90, la cité commerçante là qu'on voit en forme de fer à cheval, de courbe là, elle est très très près du sémaphore. Et donc le travail a constitué à faire reculer un hôtel, les commerces et à renaturer toute cette bande de terre qui constitue l'extrémité du monde occidental. Et c'est remarquable, ça a été fait avec le concours des habitants. C'est spectaculaire vue d'avion. Alors il faut avoir en tête que ces falaises, la pointe du Rhin, surplombent à plus de 70 mètres le niveau de la mer. C'est très très beau là. C'est un lieu emblématique, visité par quelques centaines de milliers de visiteurs tous les ans. Donc il faut tenter de garder le caractère pittoresque et sauvage de cette côte et de préserver ces paysages. Le lendemain, Nicolas est de retour à Tréboul, dans le quartier où il habite. L'architecte s'est passionné pour l'histoire de son village. Un port de pêche, devenu un lieu de villégiature prisé des artistes au XXe siècle. Donc on a un paysage hétérogène, hétéroclite, mais je trouve que ça a du charme. C'est à la fois singulier, original, bigarré même, propre à ce petit coin de Bretagne. À côté du port se trouve le quartier le plus étonnant de Tréboul. Un lacis de ruelles étroites, surnommé le Petit Maroc. Alors ça s'appelle le Petit Maroc parce que les gens partaient pêcher la langouste au Maroc ou partaient sur des mers plus fécondes. C'est un quartier où les gens s'approprient le petit espace devant leur maison, mettent des pots de fleurs, etc. et profitent comme ça d'un petit peu de nature dans un endroit qui est hyper minéralisé, en fait, qui fait penser à ces villes méditerranéennes avec des façades blanches. On pourrait être en Grèce ou... Enfin voilà, ça nous envoie des images un peu exotiques. Ah ben là, vous voyez, on passe... donc là, on a 1,60 m peut-être entre chaque maison, là. C'est rien du tout.
Vous imaginez la vie de village ici qu'il devait y avoir, la promiscuité, la vie de village, surtout que le trébouliste ou le douarneniste est reconnu pour sa gouaille, sa verve, donc ça devait vivre de jour et de nuit. En tant qu'habitant, ce qui est particulièrement enthousiasmant, c'est qu'on a là un décor de promenade infini. On lève la tête, on découvre une corniche murée, un linteau sculpté, de la pierre, des enduits, des ferronneries particulièrement travaillées. On a un plaisir à habiter ici. L'un des endroits préférés de Nicolas, c'est l'auberge Timade. Cet hôtel était le rendez-vous des artistes dans les années 30. C'est un lieu qu'affectionnait particulièrement Max Jacob, le poète, écrivain, qui recevait ses amis l'été ici, enfin qui avait passé l'adresse à ses amis, parmi lesquels figuraient Picasso, Derain, Vlaminck, Christopher Wood. Et donc tous ces peintres ont séjourné comme ça en période estivale et ils aimaient à venir ici. Fin connaisseurs, les artistes choisissaient toujours les chambres du 2e étage, celle avec la plus belle vue. On a le panorama de la baie de Douarnenez là, qui se développe devant nous avec le Ménézoble, une partie du massif armoricain. En fond de baie, on a les grèves de Sainte-Anne-la-Palue, donc cette bande de sable tout au fond. Et puis plus proche, on a l'île Tristan, l'éperon de l'île Tristan, qui s'ouvre vers la baie. Et puis en bas, on a le Tréboul-Cause, le vieux Tréboul, avec la chapelle Saint-Jean de Tréboul. Et la petite maison, c'est une des plus vieilles maisons de Tréboul. C'est un lieu très inspirant, ressourçant même, de par sa diversité, sa richesse. Nicolas quitte Tréboul pour une mission sur le terrain. L'architecte se rend dans un village à une 60aine de kilomètres de là. Tous les jours, j'arpente le terrain. C'est toujours une joie parce que c'est souvent un moment de découverte. Ça participe de la bonne connaissance du département. C'est essentiel dans la pratique de notre métier. Il faut comprendre les choses, il faut comprendre l'histoire, il faut s'imprégner de la géographie des lieux si on veut bien conseiller les différents porteurs de projets. Sur la route, Nicolas est attentif au village qu'il traverse. Son cheval de bataille, lutter contre l'uniformisation des paysages. Ça, par exemple, ici, ça me met en colère. L'exemple type, là, on a un talus planté, ça a été arasé, ça a été remplacé par quoi? Une bâche avec des petites fleurs. C'est juste horrible, c'est juste ce qu'il ne faut pas faire. Ce qui me met en colère, c'est ce panneau d'entrée de ville. Mais c'est quand même catastrophique, quoi. Ça coûte un pognon dingue, ça sert absolument à rien. Et tout ça pour dire que c'est une ville qui est merveilleuse. Donc on dénature le paysage pour dire que c'est merveilleux. Sinon, c'est pas trop mal ce qui a été fait, là. Il y a eu un paysagiste qui est quimpérois et je trouve ça plutôt beau. Là, voilà, on a les abords de cette église. On a un calvaire monumental. Superbe. Nous arrivons à Pont-Croix, petite cité de caractère, au milieu du Cap Sizun, dans les terres. Pont-Croix a travaillé avec l'organisme de Nicolas pour un projet d'envergure. Sauver le petit séminaire. Ce bâtiment du XVIIe siècle était complètement abandonné. Aujourd'hui, il est en cours de restauration pour devenir un nouveau lieu de vie. L'enjeu face à cet héritage, c'est ce qu'on appelle faire la ville sur la ville, à partir de l'existant, et essayer d'inventer une nouvelle histoire à ces lieux. Je crois que c'est ce qui a été trouvé de façon très habile en combinant trois fonctions, une maison médicale, une médiathèque et puis une partie consacrée au logement. Et c'est ce qu'on peut attendre de mieux parce que finalement, pour sauver du patrimoine, il faut lui trouver une utilité. C'est quand même la grande leçon. On confortera la population en cœur de bourg et j'imagine que ça donnera envie à des nouvelles personnes de venir habiter à Pont-Croix. Nicolas entre maintenant dans le bourg de Névé. Il longe un moulin à marée du XVe siècle
qui vient juste d'être restaurée. Puis traverse le hameau de Kerkanik, où paysans et pêcheurs ont bâti ces chaumières. Il faut savoir que traditionnellement, le matériau de couverture de toutes ces maisons en Finistère, c'était le chaume. C'est un matériau naturel, abondant. Après la moisson, on récolte les tiges du seigle, du blé, de l'avoine. Moi, je suis particulièrement ému par l'architecture paysanne parce que c'est des matériaux locaux, des modes d'assemblage rustiques, mais on peut y trouver de la poésie. Moi, je pense notamment à ces épis de fêtage, là, couronnés d'une ligne d'iris. Nicolas est arrivé au but de sa mission. Il a participé ici à un projet pour la revitalisation du cœur du village. Il y a 2 ans, ce marché a été déplacé. Auparavant situé en périphérie, il s'installe désormais en plein centre. Des tomates Oui. Cornues des Andes. Ouais. L'idée du maire, ça a été de transférer le marché au pied des commerces pour les faire vivre. C'est un deal gagnant-gagnant. Le marché amenant du monde et profitant aussi aux commerçants qui se trouvent en second rang. Donc un marché, c'est quand même un élément de vie d'une commune. C'est un lieu d'attractivité très fort. On vient de loin au marché quand les produits sont bons. Et puis c'est un moment un peu festif, un peu événementiel. Donc autant profiter de ce marché pour redynamiser une commune. Bonne journée, bon week-end. Bonjour. J'aurais voulu une barquette de fraises, s'il vous plaît. Je vais prendre de la Mara des Bois. Parfait. C'est vous qui les produisez? Oui, on est producteur. Vous êtes à quel endroit? Concarneau. Ah oui, c'est tout près, ouais. Elles sont très bonnes. On voit qu'il y a eu du soleil. C'est vrai que c'est plus sympa ici en centre-ville et puis c'est joli, voilà, c'est un beau village et c'est plus agréable comme cadre, effectivement. Tu vas bien? J'arrive. Allô, un Monaco, un cappuccino et à suivre 3 cafés. Bonjour. Monsieur. J'aurais voulu un café, s'il vous plaît. je vous J'ai apporte une petite ça. question Oui, à vous monsieur. poser. Est-ce que le fait d'avoir aménagé le marché ici plutôt que place de la mairie, ça a changé les choses pour vous? Oui, énormément pour nous. Voilà, on a beaucoup plus de monde, le marché est beaucoup plus vivant. Les gens viennent en vacances ici, ils viennent automatiquement au marché. Donc comme ça, ils découvrent aussi le village et puis franchement, c'est génial. C'est On tout a un bon bénéfice. coup, comme vous pouvez voir. D'accord. Voilà. À quelques centaines de mètres du marché, un autre habitant de Névé est en pleine préparation de la saison estivale. Sur la plage de Port-Manec, trône le manoir d'Almore, une imposante bâtisse de style écossais, construite en 1926. Aujourd'hui, c'est un hôtel de charme. Ce matin, dans le parc, le propriétaire est en plein travail. Tout ça, tu peux arracher, Paul. Et tu fais un petit tas. Et Baptiste aussi. De temps en temps, c'est vrai, quand il rentre de l'école et que j'ai pas fini, il me donne un petit coup de main, quoi. Puis ça va pas être prendre l'air. Avoir les mains dans la terre, c'est bien aussi. Vas-y, à tous les deux. Vas-y. Arnaud Tétard s'occupe lui-même du jardinage. Et début juin, il y a beaucoup à faire. La saison va bientôt commencer. Le but, c'est que d'ici 3 semaines, ça soit vraiment un peu plus structuré et que tout le monde me dise que le jardin est de plus en plus joli, de plus en plus entretenu. Ça fait plaisir quand les gens du coin disent que le travail se voit. Ça permet à la fin de journée d'être un peu fier de son travail, quoi. Être content de soi, ça c'est pas mal. C'est ma maison de famille qui a été achetée par mon arrière-grand-père en 1941. Du coup, moi j'ai toujours connu cette maison. Ma grand-mère venait avec mon grand-père, ou mon père, enfant, passait ses vacances sur la plage, moi également. On est toujours tous très attachés à ce bien. En 2009, suite à un décès dans la famille, la maison est mise en vente. À cette époque, Arnaud travaille dans une banque à Paris. Il décide de s'accorder un dernier été au manoir. Moi, je suis revenu en vacances 15 jours en juillet, et c'est vrai que de me dire que c'était un des derniers moments passés dans cette maison, impossible de dormir, une nuit blanche totale. Je crois qu'à partir du moment où je me suis mis cette nuit blanche dans la tête, la décision était déjà prise, je crois.
même sans avoir le projet final. À l'intérieur, c'était fait. J'ai senti direct que la boule que j'avais depuis quelque temps, elle s'est évacuée, que mon avenir n'était plus dans la banque, mais ici. Manoir d'Allemand, bonjour. Arnaud a radicalement changé de vie. 7 au 14. Le chef de projet en banque est devenu hôtelier. Le mois de juillet est déjà pas mal rempli. Pour sauver sa maison de famille, il en a transformé chaque pièce. Merci, madame, au revoir. Alors là, nous entrons dans la pièce commune de l'hôtel, salle de restaurant et de petit déjeuner. Anciennement, le salon, quand c'était encore ma famille qui habitait ici. On a gardé quand même quelques meubles et les bibliothèques parce que je trouvais que les livres un peu anciens, ça allait bien avec l'âme que je voulais conserver d'une maison de famille pour l'ambiance de l'hôtel. Et les vases chinois également, qui sont restés là parce qu'ils avaient, je trouve, leur place. En tout cas, moi, je les ai toujours connus. Je vais vous montrer la chambre qu'a occupée ma grand-mère à la fin de sa vie. Bon, évidemment, il n'y avait pas la salle de bain qu'on a intégrée au niveau de l'alcôve. On s'est basé sur l'existant. Donc, dans toutes les chambres des étages, il y a une cheminée. Elles ont toutes des mosaïques différentes et on a joué là-dessus. On a essayé de prendre des tons qui correspondaient avec des choses assez modernes et assez flashy pour être un peu plus dans les goûts contemporains. Et du coup, ici, on est plutôt sur un bleu, peut-être pas pétrole, mais pas très loin. Sonia, tout va bien? Oui, très bien, oui, ça se passe très bien. Super. Donc elle est prête pour ce soir, presque prête. Magnifique, merci Voilà. beaucoup. Ici, ça a été la chambre de mes parents pendant pas mal d'années. Et la mienne, sur les 10 dernières années. Partout, j'ai des souvenirs, évidemment. Conçues dans le style art and craft, les fenêtres combinent utilité et élégance. La cheminée aussi a été décorée. Ces choix esthétiques révèlent les goûts de la première propriétaire qui a fait construire le manoir. La cheminée qui existait avant qu'on fasse l'hôtel, avec ses boiseries, avec ce petit coin lecture. Il faut imaginer que dans les années 1920, il n'y avait pas de chauffage. Ici, a priori, c'était l'atelier de la dame qui a fait construire la maison. C'est là où elle peignait et j'imagine qu'elle devait lire tranquillement au coin du feu ou peindre ses étoiles ici. Dans les années folles, Portmanec est une station balnéaire courue, à côté de Pont-Aven et de sa célèbre école de peinture. Les vacanciers y profitent de la mer et des joies de la plage. En contrebas du manoir, après la baignade, ils se changent dans ces cabines de bois. Aujourd'hui, les cabines existent encore. C'est l'école de voile qui y a pris ses quartiers. Attends, Paul. Paul participe au cours d'optimiste, qui débute dans quelques minutes. Paul, c'est l'âge des 6 ans, et du coup, on l'inscrit pour qu'il profite un peu de ce cadre, qu'il puisse aller se balader, puis comme ça, nous aussi, on a 2 heures tranquillement pour travailler. On se prépare, et puis on va y aller, d'accord? Allez, on y va, Lison. Allez, go. Paul, tu t'assois correctement, hein. Allez, aujourd'hui, il y a du vent, faut pas traîner, hein, pour changer de côté. Très bien. Julien Froberg est moniteur de voile ici depuis 5 ans. C'est leur première semaine. On essaye de naviguer très tranquillement les premiers jours, en tout cas, surtout pour les petits, là. Les petits de 5 ans. Voilà, pas leur faire trop peur au départ. On peut se mettre sur le bord du bateau si on veut. On est dans la rivière de l'Avenne qui se jette à Portmanec, juste ici. C'est exceptionnel.
C'est sauvage, en même temps, il y a des courants, il y a des rochers. Donc c'est parfait, en fait. Pour enseigner la voile, c'est vraiment le top du top, franchement. Pendant ce temps, dans les cuisines du manoir, la chef prépare le repas du soir. Jeanne Le Baillon a 28 ans. Elle a appris son métier dans un restaurant étoilé en Vendée. Et il y a 4 ans, elle a voulu revenir en Bretagne. Arnaud lui laisse carte blanche pour s'occuper de tout, depuis les courses jusqu'au choix du menu. C'est du turbo. Je suis allée récupérer à la criée de Concarneau tout à l'heure. Ce que je fais ici, quand je cuisine, c'est comme si j'étais à la maison. C'est vraiment ça l'idée. On se donne un petit peu plus de moyens quand on a des invités, quoi. Bonjour Jeanne. Bonjour Arnaud. Il y a combien de suggestions du jour? Ce soir, il n'y aura que 8 turbo-rôtis au menu du jour. De petites quantités pour un restaurant presque familial. Jamais plus de 12 convives à table. 6 pêches. C'est noté, super. Chac. Jeanne se lance dans la préparation des gnocchis, fait maison eux aussi, comme tout ce qui est proposé au restaurant. Je suis originaire du Morbihan. Et du coup, en fait, j'ai vu cette annonce et je me suis dit que c'était le job de mes rêves parce qu'on est sur la même longueur d'onde sur la qualité du produit, le fait que ce soit bio et bien sûr tout maison. Voilà, le fait d'avoir des responsabilités aussi, j'avais besoin de nouveaux défis. En salle, Arnaud assure le service. Avez-vous choisi? La même chose. Le restaurant est complet. Merci beaucoup. Merci. Jeanne, on peut lancer un turbo, un filet mignon rosé et un menu enfant, s'il vous plaît. Les commandes sont prises. Top départ pour le marathon. Arnaud doit tout gérer. Messieurs, dames. Ah non, nous sommes complets. Merci. Merci à vous, au revoir. Qui veut goûter, messieurs, dames? C'est usant, mais après, c'est un métier difficile, on le sait quand on y va. Après, c'est vrai que moi, je ne savais pas trop en arrivant, donc j'ai un peu découvert sur le tas. Mais après, c'est une question de rythme. Ça maintient en forme. Madame, merci bien. Attention, les assiettes sont un peu chaudes. Et monsieur, voici pour vous. Je vous en prie. Pour l'instant, on est vraiment ravis, ça marche bien, les clients sont contents, les retours sont bons. La maison est encore à nous. Et on va tout faire pour pouvoir conserver ce patrimoine et poursuivre l'aventure de génération en génération. Et ça, c'est une belle satisfaction. À 150 km de là, dans les Côtes d'Armor. Voici la pointe de l'Arc Ouest. C'est de là que les passagers embarquent pour l'île de Bréhat. Il est 8h15. Le départ de la première navette de la journée est imminent. Stéphane Neumager arrive juste à temps avec Mathilde, sa fille de 3 ans. Comme tous les jours, je prends le bateau, comme beaucoup d'entre nous, pour aller travailler sur Bréhat. Je traverse avec ma fille, je la dépose chez la nounou, je pars travailler. Là, par exemple, on va aller prendre un bigorneau. Hop. Mathilde, c'est ce qu'on fait tous les matins. Un petit bigorneau et on le jette à l'eau. Allez hop, en route. Salut, salut. Allez hop. On le jette. Bye bye. Bye bye, bigorneau. Ciao, ciao. Retourne au fond de l'eau.
À cette heure matinale, les passagers sont surtout des habitués. Tous les gens que tu peux voir ici ont travaillé tout simplement. C'est des travailleurs du bâtiment, la coiffeuse, les gens qui travaillent à la mairie, tous les gens qui veulent ou qui ne peuvent pas vivre sur Bréa et qui vont travailler sur Bréa. Donc ça fait quand même un peu de monde. Le trajet est rapide, à peine 10 minutes. L'île est à moins de 1 km du continent. Le bateau aborde l'un des plus beaux paysages de Bretagne. L'archipel de Bréa, avec ses 86 îlots, a été le premier site naturel classé en France. On peut se faire happer par des beaux levers de soleil et des beaux couchers de soleil. C'est difficile de ne pas être sensible au paysage avec des journées pareilles. Juste au-dessus, dans la zone qu'on appelle le Guareva, cachée par les arbres, tu as la verrerie. Et c'est là où on a la chance de travailler. Cela fait 3 ans que Stéphane travaille aux verreries de Bréa. Il y a 6 mois, il a pris la succession de son père à la tête de l'entreprise familiale. Depuis, il a adapté sa vie professionnelle au rythme de l'île. Dès la sortie du bateau, il faut marcher quelques kilomètres à pied. Les particuliers n'ont pas le droit d'avoir de voiture ou de tracteur. Donc ça reste quand même énormément préservé. D'ailleurs, tu peux entendre le silence. Il n'y a pas un bruit. Je pense qu'avoir une entreprise sur une île, c'est au moins 25% d'efforts physiques supplémentaires. Vraiment. Parce que Bréa est loin d'être plat. Hein. C'est une île vallonnée. Ça va et toi? Avant d'aller travailler, Stéphane doit d'abord déposer Mathilde. Salut Jeannette. On arrive chez ma nounou, enfin la nounou de Mathilde, pardon. La nounou des enfants de Bréa. La meilleure nounou du monde. Un bisou, 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 bisou. Bonne journée. Amuse-toi bien. Moi, je viens sur Bréa depuis 25 ans. J'ai commencé à travailler ici. Au fur et à mesure, je me suis un peu plus intégré à la communauté. Et depuis, la communauté, c'est Bréa. « 350 habitants vivent à l'année à Bréa. Une communauté restreinte et plutôt concentrée autour du bourg. Il faut encore un quart d'heure de marche à Stéphane pour rejoindre son lieu de travail. Une ancienne citadelle militaire construite en 1863. Longtemps abandonnée, elle a été réhabilitée par son père il y a 20 ans pour y créer les verreries. Il y a des gens qui reviennent de temps en temps ici avec une vraie émotion parce que le bâtiment a quand même été vraiment bien remis en valeur. Et je pense que c'est bien pour le patrimoine de Bréa qu'on soit installé ici. Attention à vous. 6 verriers travaillent dans cet atelier qui a désormais une réputation internationale. Yves Nemager a confié les rênes de l'entreprise à son fils. Aujourd'hui, Stéphane lui montre ses dernières créations. Donc là, on fera le plat sur le bas et il va être coupé de biais. Et celui-ci, ça va être la même chose, le même principe, il va être coupé. Moi, j'étais pas du tout destiné à travailler à la verrerie. J'étais dans la banque, dans les fonds d'investissement. Et j'avais une frustration, un besoin de créativité aussi. Et donc c'est vraiment en allant au four et en voyant le terrain de jeu que pouvait offrir les verreries que j'ai commencé à m'attacher profondément à ce métier-là et que j'ai souhaité reprendre aussi. Ouais, je vais te montrer la pièce qu'on a faite, les pieds de lampe pour Dubaï. Ouais. Donc c'est plutôt satisfaisant. Hein. La taille est bonne? La taille est bonne. Bah, celle-là, elle a été moulée. Après, ça va être coupé ici. Il y aura le sancler en laiton.
Nous, on fait 30% d'export, ce qui est plutôt exemplaire. Maintenant, la plupart de nos ventes et nos productions partent dans le monde entier. Le fait d'être si isolé est aussi un défi logistique. Stéphane doit justement expédier une commande à l'autre bout du monde. Caroline. Ce vase part à Hong Kong. Un designer l'attend pour décorer un nouveau restaurant. À Hong Kong, oui. Ok. Ça va ce matin? Ça part cet après-midi, tout à l'heure. Il y a une vraie urgence. Là, il se trouve que le restaurant ouvre dans 4 jours et c'est un peu le chronomètre. Là. Il faut absolument que ça parte aujourd'hui et pour qu'on soit sûr qu'il arrive avant l'ouverture. Le deuxième métier du verrier, c'est d'emballer. Et de bien emballer, puisque un vase comme ça, il faut qu'il puisse subir une chute d'au moins 2 mètres de haut. Hein. Parfait. Test. Merci. Et voilà. Stéphane part au port, déposer le colis au transporteur. Bientôt midi, il faut se dépêcher. Pour ses déplacements professionnels, il est autorisé à circuler en voiture électrique. Il y a beaucoup de gens, d'enfants à traverser les routes. Il ne faut pas dépasser la limite de vitesse qui est de 13 km/h, je crois. Parfois, c'est extrêmement étroit, comme là. Très rapidement, on devient un as de la conduite dans les couloirs étroits de Bréa. L'aller-retour va prendre une demi-heure. Une contrainte inhérente au travail sur une île. Le surcoût insulaire a été évalué aux alentours de 35%, ce qui n'est pas une masse à faire. On est en compétition avec des entreprises qui n'ont pas ces contraintes-là. Et donc, nous, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir le compenser. C'est tout simplement travailler plus que les autres. Et malheureusement, certainement réduire les marges, je pense. Ce qui contrebalance tout ça, quand même, c'est le cadre de vie. Il y a quand même quelque chose d'apaisé à habiter ici, réellement, qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Stéphane arrive au port juste à temps pour le départ de la barge. 2 fois par semaine, elle assure le transport des marchandises en liaison avec le continent. Ouf. Je te passe comme ça? Je dirais comme ça, je vais le mettre dans le magasin, il sera à l'abri. Mission accomplie, on est dans les temps, c'est bon, ce sera à Hong Kong dans 3 jours. Ça passe par transporteur, pas par la poste, et du coup on passe par la barge dans ces cas-là. Voilà, ça fait partie de l'économie de l'île aussi. Avant de repartir aux verreries, Stéphane s'arrête un moment chez des amis au cœur du bourg. Bonjour Colin. Ça va Stéphane? Ma foi. Il y a 3 ans que Colin Gérard et Maël Le Roland ont ouvert cet atelier sur Bréa. Nous, on ne se sent pas du tout en concurrence. C'est des pièces qui sont complètement différentes. Et nous, on serait vraiment très heureux, effectivement, s'il y avait encore peut-être une verrerie qui s'installait sur Bréa. Ce serait un nouveau Murano. Ouais, c'est ça, ouais. Ce serait génial. Maëlle est bréatine depuis plusieurs générations. C'est elle qui a transmis à Colin sa passion du verre. J'ai grandi sur Bréa et les verreries ont ouvert quand j'avais 10 ans. Et c'est un métier fascinant, donc j'ai passé pas mal de temps là-bas à aller regarder les gens travailler. Et du coup, j'ai adoré, j'ai trouvé ça génial. Et une fois qu'on a commencé, c'est plus possible d'arrêter. Grâce à ce métier, le couple peut vivre sur l'île toute l'année. Depuis Bréa, Colin, avec sa collection Galaxy, a même éveillé l'intérêt du monde entier. On a tourné, Maël et moi, une vidéo pour montrer, mais pas trop, le processus de fabrication. Ça a été beaucoup repris et c'est allé jusqu'à un groupe du télescope Hubble. Ça m'a fait plaisir de voir une de nos pièces sur un compte officiel de la NASA. Ça, c'était vraiment très cool. L'atelier est maintenant suivi par 15 000 personnes sur les réseaux sociaux. Une aubaine pour la petite boutique en ligne. On a exporté dans une trentaine ou une quarantaine de pays, donc c'est plutôt cool de se dire que des Américains maintenant savent où est Bréa dans le monde. Je trouve ça rigolo. Il y a une excitation pour nous d'envoyer une pièce à l'autre bout du monde, c'est génial.
Au nord de l'île, un autre passionné connaît les chemins de Bréa par cœur. Didier Rivière partage sa vie entre Nantes et Bréa, où sa famille vient en vacances depuis 4 générations. J'ai besoin d'y venir régulièrement, de m'y ressourcer, d'échapper à tout ce qui est voiture, même si les côtes en vélo sont un petit peu raides, mais on retrouve tout à fait autre chose. Le simple fait de prendre le bateau, de quitter la terre ferme, fait qu'on change de monde. Réellement, on change de monde. Véritable amoureux du patrimoine bréatin, Didier a fini par exercer son métier sur l'île. Il est architecte d'intérieur. Il a rénové ici plus de 40 maisons. Moi, j'ai la chance, depuis un petit peu plus de 12 ans, de travailler donc, sur Bréa. Travailler dessus me fait participer à la sauvegarde du patrimoine architectural et j'essaye au travers de ça de préserver au mieux ce petit bout de caillou que j'adore particulièrement. Et là, à gauche, vous verrez qu'il y a une propriété jalousée de beaucoup. C'est une des rares maisons qui donne directement sur l'eau, qui a des jardins avec des pins absolument magnifiques et un emplacement de rêve. C'est cette situation privilégiée que les vacanciers recherchent depuis le 19e siècle. Les propriétaires ont rivalisé d'imagination pour bâtir la maison la plus originale. Didier a ses préférés. Alors là, il y a un autre bâtiment qui est vraiment curieux, qui est une reproduction d'un petit manoir ou d'un petit château qui vient d'Écosse et que l'on trouve également sur l'illustration de la couverture de Tintin et l'île Noire. Mais elle est tout à fait curieuse dans le paysage et le résultat est assez surprenant. Au cœur du bourg, les maisons sont plus anciennes et plus austères. Elles racontent un autre versant de l'histoire de l'île. Car Bréa était aussi une île de marins, comme en témoigne l'une des plus vieilles maisons du village. Alors devant nous, on voit ce qu'on appelle la maison cornique, la maison des corsaires, d'un armateur corsaire qui date du XVIIe. Il y a peut-être même, dit-on, des parties plus anciennes. Et là, on va donc découvrir la façade de la maison des corsaires. Il n'y a pas de représentation donc ostentatoire au niveau de la façade. Par contre, quand on voit la taille des blocs de granit, c'est du lourd, c'est du solide, c'est massif, mais c'est ce qui fait la beauté justement de cette façade. Didier aborde maintenant l'un des paysages qu'il préfère, sur le promontoire de la chapelle Saint-Michel. Là, on domine donc tout Bréa, puisque c'est un des points culminants donc, de l'île Sud. Et ça permet surtout de voir l'archipel de Bréa. Donc là, ce qu'on découvre, c'est le moulin à marée. Donc on voit bien la digue qui va jusqu'au moulin, qui a été complètement donc, refaite puisqu'il avait perdu son toit. Et c'est vrai que l'ensemble refait réellement dans son état d'origine, avec des couleurs d'eau, on va dire, de pays un petit peu lointains. Il y a un petit côté bleu lagon qui est assez sympathique. C'est superbe. Quelques heures plus tard, l'architecte d'intérieur a rendez-vous aux Verreries. Didier a imaginé 3 suspensions pour une maison bréatine. Des pièces de verre exceptionnelles qui vont être fabriquées sur mesure. Le thème serait d'utiliser donc un tableau qui est dans cette maison
On retrouve donc un code couleur. Il aurait été donc très sympathique de le retrouver au niveau des 3 globes. Mais là, en fait, la bordure, ouais, faut qu'elle arrive ici, quoi, la bordure de noir. À ce niveau-ci. Oui, c'est ça. Oui, Frédéric Auger, le chef d'atelier, va commencer tout de suite la fabrication du premier globe. Mais ça, les teintes, oui, ça c'est génial. Ça. Ouais, et on a mis 2 autres couleurs. Réussir à respecter le dégradé de couleur est un défi technique. Donc il y a 4 bleus, quoi. Là, il va falloir trouver les bons automatismes et puis trouver le bon placement pour les couleurs, de façon à ce qu'elles se retrouvent au bon niveau dans le luminaire. Les verriers vont poser les couleurs une par une, en commençant par le blanc. Ils manipulent du verre incandescent, chauffé à 1200 degrés. Mathieu Le Guyadère va maintenant positionner la bordure noire. Maintenant, il faut le rendre tout lisse, quoi, bien homogène. À chaque pièce, il faut se remettre en question et tous les jours, on essaie d'exceller dans ce qu'on sait faire. Jusque-là, tout va bien. Et maintenant, on va faire un petit apport, un tout petit fil bleu pour rappeler le haut du tableau. On voit le bleu apparaître quand le verre se refroidit. C'est bien, c'est beau. À chaque étape, la pièce est soufflée. Petit à petit, elle prend forme. Le fait de souffler, ça va créer le creux à l'intérieur et après, ça va nous donner un volume. Et plus on avance dans le travail, plus on va la faire grossir en fait. Après, le souffle, c'est pas, on souffle pas fort en fait. On souffle pas non plus d'une traite comme ça. C'est un souffle plus sans pression. Voilà. Le but du jeu, c'est d'être régulier et continu dans le souffle. Le moment fatidique arrive. Toutes les couleurs sont posées. Il faut donner son volume définitif à la pièce. C'est Frédéric qui va la souffler. Non, il y a eu un petit imprévu, ouais. Ça fait comme une sorte de hernie. Ouais, c'est ça. En fait, il y avait plus de noir d'un côté que de l'autre, donc le noir, ça a soufflé plus d'un côté. Chassé, donc ouais. c'est parti en travers, ouais. Pas récupérable. Ah non, là, après, c'est fini. Et il y a une déception, du coup, ça fait partie du métier, ça? Ouais, faut attendre. Ouais, il y a toujours une part de... Ouais, la satisfaction n'est pas complète, donc... Donc, il continue à chercher et... Voilà, et améliorer. On a quand même quelques notions. Là, je savais que c'était pas au premier essai qu'on allait obtenir satisfaction, c'est sûr. Mais moi, j'ai déjà vu des pièces qui ont été faites et refaites une dizaine de fois pour avoir un exemplaire. L'important, c'est d'atteindre son but, mais ça peut prendre un peu de temps. Les verriers vont persévérer et réussir à surmonter ce défi technique. Quelques jours plus tard, Stéphane va présenter les lustres terminés à ses clients. Dans son coffre, le fruit de plusieurs jours de travail. Aujourd'hui, on va enfin poser le lustre. Donc assembler tous les éléments et finalement le découvrir dans son environnement. Le montage est toujours stressant, mais on va bien s'en sortir. Tout est prêt. Dans cette maison typiquement bréatine, les propriétaires vont assister à l'opération. Gentiment pour... Didier a déjà commencé le travail. De ce luminaire. Du coup, vous avez découvert la pièce, vous les avez pas vues encore? Non. Pas encore. Surprise. Et il devrait normalement reprendre les couleurs du tableau. Derrière, on va attendre de voir les prodiges qu'a réalisé Stéphane avec son équipe.
Je pense que dans toutes les maisons bréatines, il y a, si c'est pas une poignée, c'est une boule d'escalier ou une lampe. Enfin, il y a toujours une pièce des verreries de Bréa parce que c'est l'institution de l'île. Donc c'est important d'être au minimum les dignes représentants de cet artisanat local. Regarde ça. On y va. Ah, magnifique, Stéphane. Très très beau. Superbe. Superbe. Tu vas voir, je prends en main. Et ton noir superbe. Magnifique. Bravo. Étape par étape, je suis de plus en plus rassuré, mais on n'a pas fini. Le temps de percer la fixation de la potence. Hop. Voilà. Après quelques heures d'effort, le verdict approche. C'est là où on considère que... Ça tient. Et ça s'allume. Et c'est clair, super bien. Vu d'en bas. Ah, maintenant, il faut s'asseoir pour mesurer. Moi, je suis impec. Ah, nickel. C'est vrai que de le voir éclairé comme ça, c'est magique parce que, bah forcément, hein, Le verre appelle la lumière. Ouais. Ah, mais c'est super beau. Pour la réalisation. Stéphane peut savourer son succès et surtout celui de ses verriers. Très beau, bravo. Parce que c'est une technique. Quand on peut s'inscrire dans des maisons bréatines, on est très heureux de faire partie du patrimoine et de l'histoire de Bréa. Parce que ce qu'on va poser à Saipan, à Hong Kong, c'est des choses qu'on va pas forcément avoir le plaisir de voir. Alors que là... Et il peut venir tous les jours. Ouais, je pourrais venir tous les jours. D'ailleurs, j'ai peut-être l'intention de venir tous les jours. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. À l'autre bout de l'île, en remontant vers le nord, le paysage devient de plus en plus sauvage. Laurence et Charles Blasco sont pépiniéristes. Ils vivent sur Bréa depuis plus de 20 ans et en connaissent les bonnes adresses. Nous nous dirigeons là vers le nord de l'île et nous allons voir François qui possède une ferme de légumes biologiques. Leurs légumes, ils les achètent dans ce lieu singulier. Ça va, Laurence? Ouais. Ça va. Vous aussi, après la... François cultive des légumes bio. Tout ce qu'il vend ici est produit sur l'île. Je vais acheter des carottes, ça c'est sûr, pour Nina. C'est le petit marché le plus moderne du monde. Il est ouvert 24 heures sur 24. Donc on peut y faire ses courses de légumes à tout moment du jour ou de la nuit. Grâce à cette petite caisse, dans la nuit, on a envie de manger une ratatouille. On peut se faire une ratatouille à 23h30. Il n'y a pas de problème. Et voilà. On fait confiance. C'est un peu plus facile qu'ailleurs parce que les gens identifient l'île comme étant singulière, comme étant un endroit où le rapport n'est pas tout à fait le même. On est plus attentif aux gens, à comment ils gagnent leur sous, quoi. Ouais, je pense qu'il y a un respect qui est là. Tout à côté du petit marché, un boulanger bio s'est installé pour la saison. Avec le même principe, lorsqu'il est au four, les clients se servent tout seuls. Si on fait les courses sur le continent, il faut compter partir au minimum une demi-journée. Donc c'est extrêmement important d'avoir ce genre de produits de qualité et de pouvoir rester sur l'île. Si tous les commerces disparaissent, s'il n'y a plus rien, on ne peut plus vraiment rester. Ou alors il faut vraiment s'organiser pour tout ramener du continent. Mais là, c'est vraiment la contrainte terrible, surtout lorsqu'on travaille beaucoup. De retour dans leur pépinière, Laurence et Charles préparent leurs étals. Ça n'a pas trop soif.
Il cultive de nombreuses espèces de plantes, avec une prédilection pour les spécimens exotiques. Les fameuses plantes huîtres, plante comestible, qui est originaire du Japon, qui a le goût d'huître et qui est très prisée des cuisiniers. Au départ, il n'y avait pas énormément de plantes sur l'île, voire pas du tout. Et les marins, il y a peut-être 200 ans, ont commencé à ramener les premières plantes, souvent exotiques. Et nous, on continue leur travail. On ramène tous les ans des nouveautés et on essaye de les adapter à notre climat. Et en général, ça se passe plutôt bien. Quand on voit ces plantes issues des Canaries, vous voyez les aéoniums, les plantes succulentes, dans leur milieu naturel à cette époque, elles sont toutes rabougries par la chaleur, alors qu'ici, elles sont toujours exubérantes et en pleine forme, pleine vitalité. Les pépiniéristes cultivent aussi des fleurs en plein champ. Au mois de juin, ils surveillent la floraison de cette espèce, à laquelle ils tiennent particulièrement. Ce sont des agapanthes. C'est la fleur emblème de l'île. Il y en a partout. On travaille dans un lieu idyllique, c'est magique, à tout moment, à toute heure. Là, lorsqu'on voit ce ciel bleu foncé, tout de suite, ça ressort. C'est exceptionnel, quoi. Surtout lorsqu'elles sont en bouton. Ça fait une espèce de tête d'épingle qui est vraiment sympa. Charles et Laurence ont créé sur Bréa une collection nationale d'agapanthes. Ils ont 80 variétés dans ce champ. Quelques-unes sont nées à la pépinière. Ici, il y a une création à nous qui s'appelle Délices de Bréa, avec une petite pointe de rose sur le bout du pétale. Et petit à petit, elle sera amenée à être commercialisée. Mais tout ça prend énormément de temps. J'adore les fleurs. À ma façon de les toucher, je les encourage, je leur donne de la force pour qu'elles poussent. Et puis, des fois, je leur dis, allez mes belles, dévoilez tous vos atouts pour trouver une famille. Les plantes, c'est mes enfants. Ce soir, le couple s'accorde une pause à quelques minutes de chez eux, à la pointe nord de l'île. L'île Nord est complètement différente de l'île Sud parce qu'elle est très peu peuplée. Et donc, du coup, elle laisse libre cours à une végétation de fougères, de ronces et de plantes sauvages. Donc, complètement exubérante. En été, l'île Nord retrouve toute sa tranquillité à partir de 4-5 heures. Les gens commencent à redescendre vers l'île Sud pour reprendre le bateau. C'est là que les nordistes sortent pour faire un petit tour, s'oxygéner un peu, quoi, prendre un petit peu l'air. Laurence et Charles arrivent au but de la promenade. Le phare du Pan se dresse devant eux. Il est l'emblème de ce paysage typique du nord de la Bretagne. L'île est constituée de granit rose. Il y a des rochers roses partout sur l'île. Avec les différentes intensités du soleil, il est plus ou moins rose. Les murs d'enceinte aussi ont été taillés dans le granit. Donc là, nous arrivons sur la pointe nord de l'île, complètement au nord. Et c'est le phare du Pan. Et on y découvre un paysage absolument fantastique, battu par des vents avec de forts courants. Et ces roches acérées. J'adore ce paysage, j'adore ce calme, j'adore. Lorsqu'on arrive le soir et qu'il n'y a plus personne que la mer et les oiseaux, les roches, le vent, on est seul au monde, il n'y a plus rien qui existe.
Des endroits comme ça, c'est ce qui nous permet de ne pas tomber dans la routine de Bréa, c'est-à-dire métro, boulot, dodo. En se posant un peu, en prenant un peu de temps, effectivement, on se dit, oui, c'est quand même le plus bel endroit du monde, quoi. Je vais rabattre un petit peu. Un peu plus tard, Laurence a embarqué sur un bateau. Elle a été invitée par Didier sur son voilier, une réplique d'un ancien sardinier. Colin, le jeune verrier, et Stéphane sont aussi de la partie. Je me mets dans le bon sens. Tu nous emmènes où, Didier? Là. Didier navigue à la voile dans ces eaux depuis qu'il est enfant. Il a appris avec son père. Même si on a l'impression que la mer est dégagée comme ça, en fait, en dessous, il y a beaucoup de cailloux. Et en fonction de la hauteur d'eau, ils apparaissent, ils affleurent, ou ils disparaissent complètement, mais ils sont jamais très loin. Et je dirais que qui n'a jamais tapé un caillou à Bréa n'a jamais navigué autour de Bréa, parce qu'il y en a vraiment partout. Et là, vaut mieux vraiment connaître. C'est le vent qui nous pousse, pas de moteur, rien, le bruit des oiseaux, le bruit de l'eau sur la coque. Le bonheur. Après une petite heure de navigation, le bateau a jeté l'ancre et replié ses voiles. Un petit blanc. C'est inhabituel, malheureusement. Là, j'en profite quand même pour citer mon père, qui dit qu'il est absolument pas normal de travailler au paradis et que ici, c'est un petit paradis. Donc, c'est vrai que j'y travaille plus que je ne peux en profiter. Donc là, ça fait vraiment du bien, ça fait plaisir. Ouais. D'autant plus qu'on est plutôt bien reçus sur le bateau de Didier. Tout y est. Tu resteras gravé dans nos mémoires. Merci. Santé. On prend le package, on prend le tout, là. Le paysage, des amis à bord, les cormorans, les goélands, tout ce petit monde qui vit et niche dans ces îlots, c'est magique. Que demander de plus? Ça marche, 3 carpaccio, 7 saumons, 3 merlus, 6 canards, un risotto. Oui. Dans le Finistère, cette ancienne brasserie de bord de mer vient de changer de main. T'as les foie gras aussi? David Royer a 44 ans. Il a quitté le Poitou il y a 3 mois pour s'installer en Bretagne. Dans ses casseroles, mijote des plats du terroir, en accord parfait avec ses convictions. C'est juste ça la cuisine, d'avoir des produits locaux, bio si possible, de saison quoi qu'il arrive, et travailler avec, et les mettre en valeur, aussi bien les produits que les personnes qui font ces produits. Donc la carte évolue tout le temps. Je pense oui, je suis un chef militant. C'est pour ça que je me suis engagé dans des associations pour promouvoir tout ça. Et éviter de prendre des choses qui viennent de trop loin, de respecter les saisons, faire attention à ce qu'on fait, quoi. Voilà. Allez. Prenez les canards en premier, là. Ok. Le service de midi se passe à merveille. Le sans gluten, tu l'as aussi? Les légumes du potager côtoient les poissons pêchés du jour. Mais la commande d'une garniture, qui ne figure pourtant pas à la carte, va contrarier le chef. Des clients ont demandé des frites pour leurs enfants. Il y a plein d'autres choses à manger que des frites. Est-ce que je peux avoir le ketchup, s'il vous plaît? Voilà. Voilà. C'est comme un frites. Et ça t'agace, du coup? Ouais. Pourquoi? Il y a une autre éducation à faire. C'est pas... Si on leur donne juste des frites et du ketchup pour qu'ils ne nous embêtent pas, on peut s'occuper des enfants, leur apprendre les goûts, les emmener au jardin, récolter les légumes, faire des purées avec eux. Et forcément, si on leur dit vous allez manger des frites, ils vont manger des frites. David est du genre têtu. Plutôt que de mettre les frites à sa carte, il a une autre idée. Plus en harmonie avec son nouvel environnement. Et plus originale.
on part en cueillette d'algues avec Stéphanie. Le restaurant étant là, la mer étant là, ça paraît logique d'aller découvrir ce qui se passe là-bas. Pour agrémenter les assiettes, plein de nouveaux goûts, des couleurs. Et puis après, libre cours à l'imagination. Ah, c'est un énorme terrain de jeu. Cette cueillette, c'est une grande première pour David. Ce soir, il va préparer un repas autour des algues dans un château de la région. Il a quelques heures pour élaborer les recettes. Stéphanie Lallet, une experte en algues, le guide parmi les 700 espèces de ce littoral. Voilà, là on a de l'ulve qui est accrochée. On va pouvoir l'accueillir. Tu vois, ça ressemble à une laitue. Ouais, c'est ça. Ça fait vraiment... La texture qui est sympa, ouais. Et c'est une algue qui va se manger crue et qui contient beaucoup de vitamine C. Par contre, on va la cueillir encore sur pied. Surtout les algues vertes, une fois qu'elles sont détachées et qu'elles commencent à mourir, là, pour le coup, elles deviennent toxiques. Seul, je serais pas venu pour goûter comme ça sur la plage. C'est comme les champignons, on va pas aller dans la forêt et prendre peu importe quel champignon. Donc là, avec Stéphanie, forcément, ça ouvre des perspectives, des choses que plein de gens ne connaissent pas, donc c'est intéressant. Ah oui, oui, ça fait des grandes feuilles. Ça là, tu peux l'utiliser. Faire un châle? Non. C'est moins joli. Mais, ah, ça dépend ce que tu fais contre, avec. Sur une papillote, c'est sympa. Ben ouais, tu peux faire des rouleaux. Après 1 heure de recherche, le chef n'est pas tout à fait convaincu par les algues qu'il a testées. Mais la quête continue. C'est de la dulce. Ça se mange aussi, ça peut se manger cru. Tu peux goûter si tu veux. Alors ça, tu peux t'en servir pour faire des tartares. Elle est bonne, hein. Bon. La consistance est super intéressante. Ouais. Et puis c'est beau. On voit ça, on voit la mer, il y a du volume, c'est magnifique. Mélangé avec du beurre, c'est chouette. Hop, on la garde. Oh, Stéphanie. Ah bah super, David. C'est laquelle ça? Comment ça s'appelle? C'est l'algue poivrée. Bah, t'as l'œil, ça y est? Elle est délicieuse, elle a un petit goût d'huître. Ouais, celle-là, j'adore. Elle est top, cette algue-là. Ça n'a pas du tout un goût salé, puisque les algues, naturellement, ne sont pas salées. C'est comme le poisson. Quand on cuisine les algues, il faut rajouter du sel. Là, c'est très subtil. Hein, ouais, celle-là. Elle est super intéressante, celle-là. Là, je pense qu'on a trouvé des trucs sympas aujourd'hui. Plein d'idées de goût, de couleurs, d'alliances avec d'autres choses que je connais. C'est inspirant. On peut pas être 24 heures sur 24, la tête dans sa cuisine. Il faut un petit peu regarder autour de soi. C'est un ensemble de choses qui font qu'après, on aime ce qu'on fait, donc on aime la cuisine qu'on fait, et on aime la proposer aux gens, et les gens l'aiment peut-être. Quelques heures plus tard, David est arrivé au château de Kergroadez, à quelques kilomètres de son restaurant. Sauvé de la ruine par un propriétaire passionné, le château est devenu un espace de rencontre pour les habitants des alentours. Ce soir, c'est ici qu'a lieu le repas concocté par David avec les algues de sa cueillette. Le dîner réunit une douzaine de bénévoles des associations qui font vivre le château. Franck Jacquelin, le propriétaire, veut faire de son domaine un lieu ouvert à tous. Ah oui, c'est une super cheminée. C'est la cheminée dans la salle commune, en fait, où tout le monde se retrouvait pour manger. Le feu dans une cheminée, c'est un peu la vie dans une maison. Hop.
l'idée, c'était de faire un lieu qui puisse être un peu le prolongement de ce qu'étaient les châteaux à l'époque, c'est-à-dire les lieux où les gens se retrouvent. Le projet, on l'a conduit ici, dans un coin où justement la vie associative est absolument considérable. Ici, à Brélez, vous avez 850 habitants, c'est 25 associations. Et en fait, quand vous ouvrez un lieu, quand vous le partagez, vous faites énormément de rencontres. Autour de la table, avec les bénévoles, Stéphanie, l'experte des algues, participe au repas. C'est assez grandiose, ça change d'un restaurant classique. Non, c'est bien. David finalise le dressage pendant le dîner. Toi, tu vas mettre ça. Stéphanie participe à l'élaboration de cette assiette qui met à l'honneur les algues ramassées ce matin. C'est les betteraves de Marion, avec. De la dulce. Voilà. Bien. De la dulce. Et après, on va rajouter ça. Juste comme ça, tac. Ouais, ça a l'air simple, en fait, quand on te voit faire. Il suffit de mettre, quoi. Et à la fin, là, tu vois, on va mettre quelques pétales de mauve pour mettre un autre violet. Ce qu'il y a de bien avec David, c'est que ce qui paraît être de la décoration, en fait, ça se mange. On mange la décoration. Ouais, et moi, je trouve ça super. Il n'y a jamais de décoration, là, c'est tout. C'est ça. On a l'impression que c'est de la déco, mais non, non, non. Tout se mange, tout est bon. Après quelques minutes, l'assiette est prête. Du poisson, des légumes, les algues crues, des ravioles farcies aux algues et quelques pétales de fleurs. Avec ce plat, les convives vont manger de la dulce pour la première fois. C'est étonnant, hein? C'est un vrai goût d'algue. Hein. Oui. Ah oui, c'est très bon. Je trouve que c'est un goût assez tonique. Le mélange entre les algues, les fleurs, les légumes qui sont mi-cuits, c'est divin, vraiment divin. Le repas est terminé. Le pari est réussi pour la cuisine aux algues. Ces créations, David pourra les intégrer à la carte de son restaurant. Quelques jours plus tard, Stéphanie emmène David parcourir sa nouvelle région. C'est une nécessité en fait pour moi de découvrir mon territoire pour que je puisse le retranscrire après dans l'assiette. Je connais pas du tout les alentours, j'ai pas encore eu le temps de m'aventurer jusque-là. Et on est parti pour la découverte. Stéphanie a établi un itinéraire sur les traces des goémoniers, les pêcheurs d'algues encore très actifs dans la région. Ils entament un périple sur la côte des légendes. Pour terminer leur voyage ce soir, sur l'une des îles les plus sauvages de la mer d'Iroise, l'île de Molène. Stéphanie propose un premier arrêt pour un point de vue typique. Alors ici, nous sommes à Bégantoul. Devant nous, nous avons l'Abervrac, avec l'embouchure de l'Aber là-bas au fond. Un aber, en fait, c'est comme un fjord, hein, c'est l'eau de mer qui rentre dans les terres dans une grande brèche dans le continent, et l'eau douce qui vient à marée basse rejoindre l'eau de mer. Ça correspond à ta cuisine, entre terre et mer, quoi. Exactement. Donc c'est magnifique. Et là, on arrive sur un joli pont. Ouais, ici, c'est le pont de Paluden. C'est un pont pour passer au-dessus de la Bervrac. Ici, c'est un port ostréicole. On voit les plates pour l'ostréiculture. Plus loin, voici le petit village de Port-Salle. Difficile d'imaginer que ce port paisible a été marqué par un événement dramatique, il y a plus de 40 ans.
Le 16 mars 1978, la Moco Cadiz s'est abîmée sur cette côte, provoquant l'une des pires marées noires de l'histoire, avec plus de 200 000 tonnes de pétrole déversées. Tu vois, voilà ce qui reste du naufrage. Ici, c'est l'encre de la Moco Cadiz. C'est présent dans l'esprit des habitants du coin et un peu plus largement sur la côte, puisque ce naufrage a pollué 440 km de côte. La navigation ici est très dangereuse. Il y a beaucoup de roches. Tu vois, là-bas, il y a ce qu'on appelle des amers, les pointes blanches, là. Donc pour marquer les dangers. Et puis les balises cardinales à côté là, de la vedette de la SNSM, ouais. La balise jaune et noire. Heureusement que maintenant, c'est devenu normal. Ici, c'est... Enfin, l'eau, elle est magnifique. On a l'impression d'être... Dans un lagon. Ouais. Le paysage est splendide. Enfin, c'est juste... c'est idyllique. Des plages de sable fin, toutes blanches. Ouais, c'est un beau pays. Stéphanie et David repartent sur l'une des plus belles routes de la région. Maintenant, David, je t'emmène sur la route. C'est vraiment cet endroit-là en particulier qui m'a donné envie de venir vivre en Finistère. Parce que là, c'est à tomber raide. Moi, je viens du sud-ouest, je viens de Bordeaux à l'origine. Je dis souvent, je suis pas née bretonne, mais je mourrai bretonne en tout cas. Voilà, alors ici, c'est quand même assez magique, tu vois. La petite chapelle de Saint-Sanson. C'est plus facile à s'imprégner d'un endroit quand c'est quelqu'un qui est passionné qui te le raconte. Là, ce sont les juments avec les petits. Donc, c'est les postiers bretons. C'est cette race-là de chevaux qui était utilisée pour tirer les charrettes, pour décharger les algues. Et puis, c'est aussi les chevaux qui étaient emmenés à bord des bateaux goémoniers quand ils partaient dans les îles, et notamment vers l'archipel de Molène. Les algues, appelées ici le goémon, servent depuis des siècles d'engrais ou de nourriture pour le bétail. Mais c'est au XIXe siècle, après la découverte de l'iode, que le métier de goémonier se développe. Les familles récoltent et brûlent le goémon pour en extraire l'iode, utilisé en photographie et en médecine. Aujourd'hui, le métier existe encore. Il est même en plein essor. Stéphanie entraîne David à l'Anildut, le premier port goémonier d'Europe. Ça va, toi? Bon, t'es toujours au travail, Noël? Il a fait le travail quand il était petit avec son père. Et aujourd'hui, il continue d'aller récolter les laminaires dans l'archipel de Molène. Et quand la marée remonte, il revient là au port de l'Anildut et il décharge les laminaires. C'est parti, brassée par brassée, jusqu'à vider complètement le bateau. Ces algues seront utilisées pour en extraire un gélifiant pour l'industrie alimentaire. Oh, il n'y a pas grand-chose, oui, 32 tonnes à peu près. Et là, actuellement, nous sommes à 6 bateaux et 8 bonhommes de la même famille. C'est la plus vieille famille depuis 1850, de père en fils. Une quinzaine de bateaux goémoniers travaillent à l'Anildut. La Bretagne est le deuxième producteur d'algues au monde, derrière la Norvège. Alors, on peut la manger aussi, mais il faut vraiment la couper en fines petites lamelles, mais elle peut se manger. Ça a l'air costaud quand même. Ouais. Parler avec les goémoniers comme ça met les algues dans une autre perspective. Et puis, quand on connaît le mal que se donnent les goémoniers pour faire ce qu'ils font, ça met une plus-value dans le produit. Molène, c'est par là. Et faut y aller en bateau. On y va.
À 15 km du continent, dans l'archipel de Molène, les deux amis vont vivre une véritable aventure. Ils vont dormir sur le Lédenez. Sur cet îlot inhabité, d'anciennes cabanes de goémoniers viennent d'être transformées en refuge de mer. Stéphanie et David ont embarqué ce matin. Là, ça va remuer un petit peu. David a emmené son fils Mathias et Stéphanie sa petite Mérédis. Non, là-bas, on va. Tout droit devant. Tiens. Tu veux mettre ta capuche? Dès la sortie du port, les passagers ont une bonne surprise. Là, il y a un dauphin. T'as vu le rond? Ouais, tu l'as vu? Regarde ça, ma puce. Regarde, oh là 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 là. Il est là. Oh, regarde, regarde, regarde. C'est magnifique. Hein. Tu les vois? Oh là là, regarde la puce. Pas besoin d'aller dans les mers du Sud. Hein. Magnifique. Sur ce trajet, les passagers ne sont pas au bout de leur surprise. Oh, regarde juste en face. Là. Tu les vois comme ils sont beaux? Oh là 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 là. Au cœur de cet espace protégé, vit une colonie d'une centaine de phoques gris. Regarde, il nous regarde. Oh, il est là. Oh, là, on en a fait un. Oh là là, mais c'est dingue ce matin. Après 20 minutes de navigation, l'île de Molène apparaît. C'est marée haute. Les bateaux goémoniers sont en plein travail. Voilà, ça tourne au fond de l'eau. Voilà, attention. Waouh! Regarde le crochet. C'est ça, le Scooby-Doo. Scooby-Doo. Voilà, exactement. Le groupe arrive sur Molène, l'une des plus petites îles de Bretagne, avec seulement une centaine d'habitants à l'année. Frédéric Masson est molénaise. Depuis quelques semaines, c'est elle qui est responsable des refuges de mer. J'accueille les gens des refuges à Molène. Voilà, après, quand la marée le permet, on va traverser à pied pour aller au refuge. L'îlot de Lédenez est de l'autre côté du bras de mer. En attendant la marée basse, Frédéric propose un tour de l'île. Je suis originaire de Molène. J'ai grandi ici. Je suis partie pendant 24 ans sur le continent. Et me voilà aujourd'hui de retour sur le Caillou. Voilà. Et je suis très contente. C'est le Caillou. Ça, c'est très insulaire. Oui, tout le monde se connaît, oui. Cette supérette est le seul magasin de l'île. Bonjour. Bonjour. Pour le repas du soir, David choisit les légumes du producteur local. C'est que des produits de saison qu'on a en ce moment. On va griller tout ça tout à l'heure au barbecue quand on sera sur l'île. Vous allez faire un séjour sur les deux? Tout à fait. Ah, c'est super. On dort là-bas ce soir, oui. Vous allez voir, c'est une super expérience. On est ouvert 364 jours par an. Ça permet de garder le lien social. Et puis l'hiver, c'est vrai que le lieu de rencontre, bien souvent, c'est l'épicerie. David veut faire la connaissance du compagnon de Frédéric. C'est lui qui relance la production maraîchère au sud de l'île. Il y a un an et demi, il n'y avait rien là. Tout était sous les ronces comme là-bas. D'accord.
Et là, bon, là, il n'y a rien pour l'instant, ça va être cultivé. Et cette partie-là, c'est la première fois qu'il y a des patates depuis 80 ans. Avec détermination, Vincent Pichon remonte pierre par pierre les murets qui protègent les cultures du vent. C'est la première année, du coup. Voilà. Bon. Regardez ça, ils sont magnifiques. Ça me tient à cœur. Ça fait partie du patrimoine agricole. Et parce que s'ils se sont embêtés les gens à monter tous ces cailloux de la grève, à mon avis, c'est pas pour rien. Ils l'ont pas fait pour faire joli. Hein. Et je remarque que c'est ici que j'ai les plus belles patates. Nous, ce qu'on cherche à faire du goût. Ce qui est important ici, c'est le terroir. On fera pas de la quantité, mais on fera du bon. Ouais, bah c'est sûr que s'il y avait plus de monde comme toi, on aurait des meilleurs légumes. Hein. Non, ça fait plaisir. David veut aussi mettre à l'honneur une autre spécialité molénaise, le homard. Et là, tu nous emmènes à la poissonnerie. Ouais. C'est chez ta maman, c'est ça? Ouais. Il m'a l'air bien, lui. Ils sont un peu préparés, David. Ouais, celui-là, il a l'air bien. Prends les mets. Alors, pesez. 2 kilos. Ouais, 2 kilos. Nickel. Je pense qu'on va bien manger ce soir. Ouais. Ils sont beaux. C'est maintenant l'heure de la marée basse. Le groupe peut traverser à pied en une dizaine de minutes. Je croyais qu'il y avait un chemin, en fait. Et faites attention parce qu'il y a des algues vertes un peu glissantes. On peut passer à pied quand les coefficients de marée le permettent. Donc là, on est bien, on a 84 de coefficient de marée, donc c'est impeccable pour passer. La marée basse était à 14h22, donc ça nous laisse une marche d'1h30. Donc on a un peu de temps devant nous. Encore une grosse. Ah voilà, ça va. Aller d'une île vers un îlot, j'ai jamais fait. On va voir ce que ça donne ce soir. Une fois qu'il y a toute la mer qui est recouverte autour. On va se sentir seul, je crois. Et heureusement, on est plusieurs. L'équipe arrive au refuge. C'est qui que t'as dit? En main. Jusqu'en 1970, ces cabanes étaient habitées quelques mois par an par des familles de goémoniers le temps de la récolte. Complètement abandonnées, elles ont été restaurées pour accueillir des visiteurs. Daniel Masson a été à l'origine du projet. Dès qu'il le peut, il poursuit le travail de restauration du site. Moi, j'aime bien venir ici travailler, là, donner un petit coup de main avec quelques bénévoles. Nous, en tant que Molénais, on se réapproprie les lieux. C'est ça le principal. Et on veut que ce soit beau, que ce soit en état, en respect de la nature. C'est vraiment un lieu que, je sais pas, qui dégage quelque chose. C'est une Molène, déjà, c'est très proche de la nature. C'est une petite île. Mais ici, c'est vraiment une île déserte, quoi, comme on en rêve quand on est enfant, quoi. Daniel rentre à Molène. Le groupe est maintenant seul sur l'îlot. Le confort y est rudimentaire. Pas d'eau courante, ni de four. Pour le repas, David se débrouille avec les moyens du bord. Vas-y, lève-toi. Tu poses. Voilà. Super. Voilà, on improvise. Avec ce qu'on a trouvé chez Vincent. Les fleurs qu'on a trouvées sur le chemin. Le homard. Un peu de fenouil. Il y a toujours le plaisir de cuisiner. Puis manger tranquillement, en plein air, comme ça, un peu isolé, c'est sympa. Faut y aller parce que ça va refroidir, là, les gars. Regarde qu'en dessous, c'est rouge. Super bon. Très bien. C'est parfait. À ce compte-là, je veux bien être une Robinson tous les jours.
On a vu plein de belles choses, on a vécu des choses super. La vraie vie, elle est là, quoi. C'est tout simple, hein, il y a besoin de rien d'autre, quoi. Enfin, voilà, Enfin, moi, j'ai passé une journée absolument formidable, quoi. Vraiment, vraiment. On a vu plein de personnes super intéressantes, passionnées. L'avenir va être sympa de travailler avec tous ces gens. C'est une histoire derrière un produit, donc ça nous permet de la raconter derrière. C'est ça qu'on va faire maintenant. Passer le message. On est juste des passeurs, voilà. Retour dans les Côtes d'Armor. Au cœur de la Bretagne verte, à quelques kilomètres de Guingamp, le Cresse-Braise, le centre de la Bretagne, est un territoire très agricole. T'arrives, Robin? Passe devant, va au moulin. Baptiste Gilbert est maraîcher. Il s'est installé il y a 6 mois à Trémargat. Vas-y, 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 ouais. Ce matin, il livre ses légumes bio à l'épicerie avec son fils. Robin, il adore faire les récoltes. Il a son petit coin aussi pour faire ses plantations. Et puis, il adore faire les livraisons aussi. Moi aussi, j'adore livrer les légumes. C'est l'aboutissement de ce qu'on fait dans la semaine. Ce printemps-ci, c'est notre premier printemps. Ça part sur les chapeaux de roue et on a beaucoup de demandes, donc c'est super. Là, on est assez contents. Ouais. Ouais. On livre en triporteur parce que déjà, ça permet de limiter notre impact environnemental. Et puis, l'épicerie, elle est à moins de 2 km, donc ça serait dommage de devoir prendre une voiture pour ça. Bah, c'est dans la logique, c'est cohérent avec ce qu'on veut faire, avec ce qu'on fait, notre façon de travailler. Cette épicerie associative est née en 2012, grâce à la mobilisation d'un collectif d'habitants. Les producteurs y proposent leurs produits en vente directe. Ici, on y vend des produits bio et locaux. Et l'épicerie est ouverte un couple d'heures, un jour sur 2 à peu près. C'est pour ça qu'il y a du monde et que c'est convivial à chaque ouverture. Je suis d'ici, quoi, mais bon, je repars chez moi en région parisienne, avec mes provisions. Baptiste est passé derrière la caisse. Ici, il n'y a aucun salarié. Ce sont les producteurs qui, à tour de rôle, viennent tenir la boutique. Moi, ça m'amuse de jouer à la marchande. C'est super de tout faire et puis ce contact-là avec les clients, c'est ça qui m'intéresse dans le métier. Je ne voudrais pas faire des palettes de légumes et puis les rentrer dans un camion et puis les revoir. Ouais. Il y a des légumes? Non, bah tu retires. Baptiste s'est installé sur ses 7 hectares de terre avec sa femme Anne-Marie. Aujourd'hui, ils ont organisé un chantier participatif. Voisins et amis sont venus leur prêter main forte. Le travail commence par la plantation des pommes de terre. Anne-Marie distribue les tâches. Et Manola. Alors, par ici. Bruno et Manola, voici Marie-Jo de Trémargat, et qui, elle, est la conseillère patate. Ça tombe bien, on a besoin de cours. Non. Alors, pendant ce temps, Baptiste donne les premiers conseils. Il faut faire gaffe à ne pas mélanger les variétés. Là-bas, elles sont plus petites parce que c'est on la les semence. coupe en 2 ou en 3. En 2, ça va suffire pour aujourd'hui. C'est le démarrage du chantier, donc il faut mettre tout en place. Beaucoup de choses différentes à faire. Puis des petites mises au point comme ça. Ouais, un peu speed. À Trémargat, l'entraide est une valeur partagée par tous les habitants. Ce matin, il y a une trentaine de bénévoles. Tu veux une botte de poireaux, Florence? Oui, volontiers. Florence Perron d'Arc s'est portée volontaire pour le repiquage des poireaux. Elle vient de Lanrivin, le village d'à côté. Alors moi, je suis institutrice, professeure des écoles, comme on dit maintenant, et je suis femme de paysan. La vie n'est pas toujours facile ici parce qu'on est un petit peu loin de partout. On l'a choisi aussi, mais du coup, ça nous force à nous organiser. Donc les coups de main, ça fait partie des choses qu'on a mis en commun. Le village a été encore plus loin pour favoriser l'installation des maraîchers bio.
La terre qu'il cultive ici a été achetée par une société civile immobilière. Cette SCI citoyenne, constituée d'une centaine d'habitants, la loue aux jeunes maraîchers à un juste prix. Sans la SCI, ça aurait été plus compliqué parce qu'il aurait fallu trouver une plus petite parcelle. Et donc c'est vraiment très facilitant d'avoir ce système où les gens se regroupent entre eux. Ils investissent 100 €, 1 000 €, 10 000 € dans la SCI, donc en nombre de parts différents. Et ça permet, au bout du compte, d'acheter des terres, de nous les relouer et nous de nous installer rapidement et de façon plus légère. Grâce à cette aide, Baptiste et Anne-Marie ont pu investir dans une grande serre dans laquelle poussent leurs premiers légumes bio. En juin, certaines récoltes sont prometteuses, mais les maraîchers manquent encore d'expérience. Elles sont bonnes, elles sont déjà sucrées. Elles grossissent encore, mais elles ont bon goût. Ça, les haricots, c'est des boas. Beaucoup trop gros. On peut garder la semence, mais pas vendable. J'ai pas pu les récolter et ils ont trop grossi. Et le haricot, ça se récolte fin. Donc là maintenant, c'est fichu. J'ai travaillé dans le commerce et la grande distribution. Pour moi, c'est un nouveau métier, le maraîchage. Pour Anne-Marie aussi. Donc on a fait beaucoup d'erreurs ce printemps, mais arraché beaucoup de choses. C'était difficile, hein, psychologiquement. Quand tu vois des beaux bébés, des beaux navets qui sont magnifiques sur le dessus, tu te dis « Ah, dans 3 jours, vendredi, je fais ma récolte et je les livre. » Et quand tu les récoltes et que le dessous est tout bouffé par le verre, bon, ça met un coup quand il faut tout arracher, tout enlever. Et ça, c'était le printemps et maintenant, c'est l'été. C'est l'abondance et c'est super plaisant. Le chantier se termine autour d'un grand pique-nique. Parmi les bénévoles, certains ont acheté des parts de la SCI. C'est une façon de participer. Et c'est vrai que si on a été à nouveau sollicité, je pense qu'on rachèterait une autre toute petite part, parce qu'on n'a pas énormément de moyens, mais c'est une façon vraiment de soutenir une agriculture différente et de nous intéresser de plus en plus à ce village gaulois imputrescible qui se bagarre tout le temps. Et ça, moi, je trouve ça sensationnel. Bon, voilà, l'énergie humaine est toujours au rendez-vous comme à chaque fois. Et sur notre projet, depuis qu'on est arrivé ici, vous nous portez. C'est fluide et ça me donne envie de pleurer. On va attendre que ça passe. Pour arroser les poireaux. Un petit vent. J'en reviens pas du boulot qui a été fait. Avec vous, le temps passe vite, mais en même temps, vous êtes hyper actifs. Voilà, hyper actifs dans le bon sens. Bravo! Trémargat a érigé la solidarité en modèle économique. Tous les matins, les enfants de la commune prennent le chemin du village voisin. Ils vont à l'école à Lanrivin, à quelques kilomètres de là. Florence, l'institutrice rencontrée chez Baptiste, est la directrice de cette école rurale, qui accueille 31 élèves. C'est-tu allez. Et wa braukenan. Gouremenu. On est donc en train de parler en breton. C'est donc la langue d'origine de notre pays. On est dans une école bilingue. Les consignes d'éducation nationale, hein, les textes sont les suivants. C'est que les enfants doivent recevoir un enseignement pour moitié en breton et l'autre moitié en français. Hein, c'est la parité qui doit être observée. Merci. Florence est d'origine bretonne, mais elle a grandi à Paris. Elle ne parlait pas breton lorsqu'elle était enfant. Elle a choisi de l'apprendre pour l'enseigner à ses élèves.
c'est vrai. C'est une grande fierté, voilà. Alors, la transmission, c'est quelque chose d'important pour moi. Hein. Et pouvoir transmettre quelque chose que je me suis réapproprié, qui comptait énormément pour moi, vraiment, ça fait sens. En face, la 2e classe regroupe l'école primaire. Alors les CP, vous en êtes tout dans votre travail? Montrez-moi déjà avant que j'aille voir les grandes. Reste bien à la règle. Nolwenn Falaisan s'occupe de 9 élèves de 6 à 12 ans. Ça va pour l'instant? T'es sur la symétrie. Ici, on a les CM2, qui sont du coup 2, petits effectifs, hein. CE2. Fabienne, normalement, est en CE1, mais là, du coup, je l'ai mise un petit peu avec les CP pour s'entraîner en géométrie. Et les CP. 4 niveaux avec 2 langues. Ouais, c'est toute une gymnastique, mais le multiniveau, en général, demande d'avoir une bonne organisation. Et voilà. À ton avis, lesquels très bon pas? Tu montres. Nolwenn assure elle aussi la moitié de l'enseignement en breton et l'autre moitié en français. Cette école publique est devenue bilingue pour éviter la fermeture et garder un village vivant. Ok, tu vois, tu repasses en noir. La filière bilingue a impulsé beaucoup, a attiré beaucoup d'enfants des autres secteurs et c'est assez précieux quand même. Hein. C'est important d'avoir un peu de jeunesse dans ce bourg. Surtout à l'Henri-20, on n'a plus beaucoup de commerce, donc c'est vrai que c'est le cœur du village, quoi. Il est 10 h. Baptiste vient livrer ses légumes à la cantine de l'école. Pour lui, c'est une grande première. Tout ça, c'est récolté ce matin. C'est tout frais récolté. Bonjour Baptiste. Ça va? Ça va. Ouais. Alors, aujourd'hui? Alors, les concombres en dessous. D'accord. Prends le dessus. Les pommes de terre, je t'ai mis un mélange sur tendre et sur ferme. Super. Aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vient livrer les légumes. C'est assez récent, la décision de l'école de passer la cantine en bio. Ouais. Ça me fait un nouveau débouché. Bon, après, c'est pas énorme, mais c'est surtout symbolique pour les enfants. Et moi, je peux leur dire, ça vient de Trémargat. Et puis, c'est vendu aussi à l'épicerie, donc c'est la boucle est bouclée, quoi. Et les parents, après, ils y vont, au moins. Et puis, ils font tourner l'épicerie, parce que l'épicerie, elle a besoin de tourner. Tous les jours, Patricia prépare les repas des enfants dans la cuisine de l'école. Alors Baptiste, il a un très grand jardin où il cultive des légumes. Et aujourd'hui, on déguste ses concombres à la crème avec un peu de persil du jardin aussi. C'est très bon. Merci Malek. C'est trop bon. Après la classe, Florence, la directrice, quitte le centre du village. Elle prend la route pour rentrer chez elle. Alors là, on arrive sur la chapelle de Lorn et Gand. Gand, c'est le combat. Et Lorn, c'est le lieu. Ça nous raconte l'histoire de 2 seigneurs qui se sont livrés combat. Et le vainqueur a exigé de son adversaire qu'il érige une chapelle en souvenir de sa victoire. Le fait de connaître la langue permet d'accéder à la compréhension des lieux qu'on traverse, des lieux sur lesquels on vit. Si on n'a pas la langue, on passe à côté de notre territoire et de notre patrimoine. On retrouve beaucoup Ker. Alors Ker, ça signifie le hameau, tout simplement. Hein. Ker Neve, Neve, ça signifie nouveau en breton. Ker Neve, c'est le village nouveau. Alors c'est nouveau un temps, évidemment, mais n'empêche qu'à un moment, ça a été vrai. C'est un paysage qui est resté très agricole. Voilà, une illustration. Moi, je ne sais pas si c'est moi qui ai choisi de vivre ici ou si c'est le territoire qui m'a choisi, je me pose encore la question. Ce mélange entre la terre, la pierre, l'eau qui est très présente, en fait. Il y a une énergie très particulière, je pense que c'est une alchimie entre tout ça, quoi. Moi, ce Kreisbreizh, il m'a retourné. Et un jour, j'ai décidé de faire le pas et de venir m'installer ici. Et ça s'imposait comme une évidence. C'est un lieu où je me suis enracinée. Dadu, à ton bras bien tendu. Serge Louarn,
le mari de Florence est paysan bio et éleveur de chevaux pour le débardage de bois. Ah, hop là! Ça va, ça se passe bien? Impeccable. C'est pas du tout de corvée, c'est aussi ma petite récréation quand je rentre. Je me sens vraiment paysanne, reliée, quoi. Je sens mes mains comme un peu une prise de terre, c'est-à-dire que j'évacue dans la terre des choses que j'ai pas forcément envie de garder. Oh, oh! Hep là! Avec son fils, Modé, Serge est en train de dresser une jeune jument. Il l'entraîne pour le binage, qu'il fait toujours en traction animale. Le but, c'est aérer la terre. Donc, c'est complètement crétin d'aller tasser ça avec le tracteur, quoi. Et puis, pour moi, c'est aussi un plaisir de le faire. Et en plus, les jeunes chevaux, ça leur apprend la rectitude, la précision. Et pour moi, dans mon travail, quand je suis au débardage des bois, c'est hyper important que les chevaux soient vraiment connaissent la rectitude, aller droit, ne pas zigzaguer. Donc, c'est un super exercice pour les chevaux. Hey! Hey! Bien, ma fille. C'est bien, ma fille. À la tête de l'équipage, c'est Modé qui guide les pas de la jeune jument. À 13 ans, le jeune homme a l'habitude d'aider son père au champ. Ah ouais, j'aime bien. Tout ce temps-là, c'est chaud, quoi. Oh bah, celui qui a le plus de mal, c'est quand même le cheval. Hein. Mais bon, c'est sympa à faire quand même. La journée s'achève sur le Cresse-Braise. Demain, Modé va participer à un événement incontournable de la culture bretonne. À Lorient, début août, a lieu tous les ans le festival interceltique. Aujourd'hui, c'est la grande parade. Le célèbre bagad de Lonbiwe, le bagad de la Marine nationale, ouvre le défilé. « 80 groupes de musique et de danse celte participent à cet événement international qui attire 70 000 visiteurs chaque année. Modé est en plein préparatif. Il fait partie du bagad de Bourbriac. Son groupe défile dans quelques minutes, juste le temps de répéter son morceau de caisse claire. C'est une percussion qui donne un certain rythme au bagad. Il faut une certaine souplesse des doigts, parce que ça va vite un peu même sur les doigts. Je suis là pour soutenir mon petit garçon déjà, et puis évidemment pour soutenir le bagad, puisque le bagad, c'est un peu notre famille musicale. Le cœur de la Bretagne, il bat au rythme de sa musique, et la musique c'est un élément très important de notre patrimoine, et beaucoup d'entre nous ont envie de participer au battement de ce cœur. Le bagad de Bourbriac est parti pour un parcours de 2 km jusqu'au grand stade de Lorient. Ce bagad est le seul groupe de musique bretonne du Cresse-Braise. C'est Dominique Rouet qui l'a créé il y a 28 ans. La grande parade, chaque musicien breton rêve de la faire au moins une fois dans sa vie, quoi. En plus, on n'a pas toujours défilé à Lorient parce que bon, c'est quand même réservé aux groupes d'un certain niveau. Donc c'est vrai qu'on en profite d'autant plus, quoi. Parce que pendant longtemps, on a fait comme beaucoup de gens, on a regardé le défilé à la télé, quoi. Et là, on y participe, c'est formidable.
Le Bagad arrive au point d'orgue de la parade, dans le grand stade du Moustoir. Il défile devant 10 000 personnes. Modé peut compter sur le soutien de sa famille, venue au grand complet assister à l'événement. C'est vraiment super. Tu te rends compte pour des parents, on est fiers de notre petit garçon. Et c'est génial ce qui lui arrive, quoi. C'est pas banal, c'est pas tous les enfants qui défilent dans le grand stade de Lorient, quand même. La parade se termine. Mais pour le Bagad de Bourbriac, le plus dur reste à venir. Dans les coulisses du festival, Dominique et son groupe vont maintenant participer au championnat national des Bagadous. Lorsqu'il a créé le groupe il y a 28 ans, il n'y avait que 4 musiciens. Aujourd'hui, ils sont 50 et ils ont une chance d'accéder à l'élite de la musique bretonne. S'ils gagnent, ils se qualifient parmi les 15 groupes les plus prestigieux de Bretagne. Tout le monde est motivé, bon, on va faire pour le mieux. J'espère qu'on va convaincre le jury, parce que c'est ça le problème. Il y a quand même 12 juges devant nous, donc il faut que ça leur convienne, quoi. On croise les doigts. Cédric Lebozec, le chef d'orchestre, règle les derniers détails avant l'épreuve. Non, non, non. On dégage ça, c'est vachement important. Il y a un peu la pression qui monte, mais on est quasiment 50 personnes. Donc effectivement, il y a un petit enjeu, il y a la dynamique du groupe qui est en ligne de compte. Il y a plein de petits points comme ça qui sont dans la tête, qui sont ancrés dans la tête et qui nous donnent un peu l'adrénaline, on va dire. On est parti de tout petit, on a une petite ville. Et finalement, donc, avec la persévérance, on arrive quand même à se confronter maintenant à des villes beaucoup plus grandes. Je sais pas, il peut y avoir Rennes, Brest ou Lorient, qui sont pas loin donc, de notre catégorie. Je veux dire, c'est comme Saint-Malo, c'est des villes avec 50-60 000 habitants. Nous, on est 2005, quoi. Voilà. Comme quoi, donc, il n'y a pas non plus que le nombre d'habitants, il y a effectivement la motivation. Ouais. Le Bagad de Bourbriac, que vous allez entendre dans quelques instants, il vient d'un chef-lieu d'un canton rural de 2500 habitants. Les musiciens entrent en scène. Ils vont présenter une composition originale qui s'appuie sur l'identité du Cresse-Braise. Le Bagad est en compétition avec 12 concurrents. Il doit impérativement se démarquer. C'est du Bagad de Bourbriac. Pour créer la surprise, Bourbriac a misé sur des percussions étonnantes. Ils ont aussi intégré des sonorités du bout du monde, avec ces instruments indonésiens. Encore trop inexpérimenté, Modé ne participe pas au championnat. Il suit la prestation avec sa mère. La musique traditionnelle, c'est bien une musique qui est vivante dans le sens où elle est dans son époque et qu'elle continue d'avancer, d'évoluer, avec des instruments de sa génération. Ça n'a rien à voir avec le folklore. Je pense qu'il y avait un grand moment musical, un grand moment d'émotion. Enfin, moi, ça a vibré en tout cas. Il y avait une belle énergie, quoi. Je trouvais que c'était vraiment très beau, d'une grande originalité. Bah voilà, le stress retombe un peu là.
Bon, après, bon, ça n'a pas été parfait, mais bon, on attend les résultats maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. C'est tout à fait étonnant. De son côté, Cédric, le chef d'orchestre, est plutôt soulagé. Il faut être fou, je crois, pour faire ça. Parce que ça marchait pas jusqu'à hier soir, ça marchait pas. La magie, elle prenait pas encore. Et là, tout à l'heure, hier soir, elle a commencé à arriver. Et là, ce matin, elle commençait à prendre. Et là, on a réussi les enchaînements. Après, on peut pas tout avoir. Après, on peut avoir des imperfections. C'est comme ça. Et c'est comme ça fait partie du jeu. Alors, on va commencer donc les résultats donc, par la 4e B. Après 4 heures d'attente, c'est enfin l'heure du verdict. Pour les musiciens, la tension est à son comble. Bah là, on joue tout quoi. Alors que c'est déjà fait, mais non, mais... C'est l'enjeu de monter ou pas, en fait. T'as vu? On est dans le doute, on n'a pas entendu les autres. Encore quelques minutes de patience, et c'est l'annonce du vainqueur. Et donc à la première place de ce concours de seconde catégorie à Lorient, avec la moyenne de 16,86, le Bagat de Beaubriac. Le Bagat du petit bourg de Beaubriac est devenu champion de Bretagne dans sa catégorie. Je démarrais à 15 ans. Je démarrais au plus bas et là, je vais au plus haut. C'est magnifique. Ah bah, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. Je vais pleurer. C'est pour ça qu'on a voulu faire ça. Pour faire de la musique dans un Bagat. Faut pas pleurer. C'est des bonnes larmes. L'immense satisfaction, c'est voilà leur travail récompensé. C'est un peu David contre Goliath, c'est une toute petite commune, Beaubriac, donc avec les moyens qu'ils ont. Et c'est les moyens humains et la grande amitié, le partage. Bon, ça fait 28 ans que j'attendais ça, bon, c'est arrivé quoi. Bon, c'est vraiment un moment dont je me souviendrai tout le temps quoi. Ouais. Il y a 28 ans, quand j'ai commencé le Bagat, on était 4 personnes, on n'aurait jamais imaginé qu'on arrivait à ce niveau-là. Et voilà, ça arrive. Donc il faut toujours croire à ses rêves. Hein, faut toujours y croire.